Info Africa TV. Je salue M. Olivier Dessau que j'ai suivi sur Info Africa et que j'ai lu beaucoup sur les réseaux sociaux. Et je salue le réalisateur qu'on ne voit pas, mais qui fait un grand travail pour que l'émission puisse être par les téléspectateurs. Je vous souhaite tous bonne année. Merci beaucoup. C'est une chance pour moi d'avoir sur ce plateau deux experts en politique donc, autour de moi. Et... Apparemment, ils n'ont pas le retour sur la télé au niveau du son. Ah bon, Malika, le retour est bon, n'est-ce pas? Oui, mais non, monsieur. Il y a des spectateurs qui disent qu'ils n'ont pas le son, qui n'entendent rien. Mais je pense que la régie technique va voir cela. Va régler ça, tout à fait. Voilà, donc je disais que nous devons avoir un troisième invité sur ce plateau en la personne du colonel Banza Alexander, un expert en stratégie militaire, mais à la dernière minute et compte tenu de certaines disponibilités, il n'a pas pu faire répondre à notre appel. Donc, nous allons commencer avec nos deux éminents panélistes qui sont Olivier Dessau et le professeur Kitty et Nathaniel. Chers panélistes, nous allons planter le décor de cette émission en disant que la Constitution du 11 décembre 1990 a prescrit aux forces armées béninoises d'assurer la couverture sécuritaire effective, permanente et efficace du territoire, ainsi que la vigilance aux frontières. La politique de défense, pour cela, repose sur une stratégie défensive et de solidarité régionale. Respectueux du principe de bon voisinage, elle est concrétisée par la signature des pactes régionaux comme l'accord de non-agression et d'assistance en matière de défense avec les États membres de l'ex-communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Le protocole d'accord d'assistance mutuelle en matière de défense, ratifié par la majorité des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ces missions, je parle bien de l'armée, préserver l'intégrité du territoire, la vie des citoyens et la souveraineté nationale, contribuer à la sécurité et à la stabilité régionale, participer au développement socio-économique du pays, permettre à l'État d'honorer ses engagements internationaux en faveur de la paix et de la sécurité internationale. Toujours sur la même lancée, cette même constitution du 11 décembre 1990 a prescrit aux forces armées béninoises de participer au développement socio-économique du pays pour la participation des forces armées aux tâches de développement et que l'armée doit travailler à la réalisation des projets d'utilité publique. Mais depuis la prise du pouvoir par la rupture, cette armée que le célèbre chanteur Daniel Sagboran appelle l'armée patriote au service du peuple béninois a connu plusieurs mutations, notamment au niveau de la police et de la gendarmerie. Un changement qui a abouti à la création de la police républicaine au Bénin, qui est au fait le résultat de la fusion de l'ex-police nationale et l'ex-gendarmerie nationale du Bénin. Cette armée, à travers la police républicaine, avait tiré à balles réelles sur des manifestants à Kadiaou, à proximité de la résidence de l'ancien président, et tout récemment à Savè, où il y a eu des morts. Une répression excessive des forces armées béninoises qui a été aussi observée à Kilibor, Tchaoui, Kandi et Parakou sous le magistère de la rupture. Alors, professeur Kitty, sommes-nous en train de nous éloigner du rôle régalien de l'armée béninoise comme l'a bel et bien stipulé notre constitution? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous avez planté le décor. La première chose que je voudrais dire, c'est que nous devons d'abord faire la différence entre les forces de défense et les forces de sécurité publique.
Donc les militaires, eux, s'occupent du premier aspect qui est la défense, puis la police, la sécurité publique dans notre pays. Bon, en ce qui concerne les militaires, vous avez plusieurs sessions à l'intérieur. On peut citer quelques-unes, l'armée de terre, l'armée de l'air, ainsi de suite. Maintenant, depuis 1960, il y avait la gendarmerie nationale. Il s'est fait que à partir de 2017, elle a connu une mutation pour devenir la police républicaine et s'occupe désormais de la mission de sécurité publique. Bon, les faits d'armes sont connus de 60 à 2016. Il faut reconnaître que l'armée béninoise n'a pas eu une bonne renommée au plan interne à partir de 1960 jusqu'en 1969, où il y a eu plusieurs coups d'État qui ont été faits, même si certains ont été applaudis par les populations. Donc, depuis 1990, il y a eu ce consensus obtenu à la conférence nationale qui a permis à l'armée de jouer son rôle régalien, qui est de s'occuper de la défense de l'intégrité du territoire national, et à la police et à la gendarmerie de s'occuper de la sécurité. Et malheureusement, comme M. Aruna a souligné, depuis 2019, nous assistons à une nouvelle mutation au sein de l'armée de base, une mutation sur laquelle nous avons revenir. D'accord, merci beaucoup, professeur Kitty. Nous allons passer tout de suite à notre ami, monsieur Olivier Dossou. Réagissez, monsieur Olivier Dossou. Merci, monsieur Souleymane Aruna. Je voudrais dire que pour aller un peu plus loin que ce qu'a dit le professeur et l'universitaire Nathalin Kitty, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas de mutation de la mission de l'armée, mais pour moi, il y a une perversion de la mission régalienne dévolue aux forces de sécurité et de défense. En ce sens que, à la fois, la fusion entre la gendarmerie et puis l'ancienne police nationale a donné lieu à une espèce d'institution appelée la police républicaine, mais qui n'a de républicaine que de nom. C'est-à-dire que c'est une institution totalement dévoyée au service d'un clan tribaliste qui a confisqué les rênes du pays pour pouvoir asseoir un pouvoir complètement illégitime, notamment au lendemain des élections frauduleuses et chaotiques, totalement exclusives du 28 avril 2019. Et par la suite, l'armée est utilisée également comme force non plus de défense du territoire, mais plutôt une force supplétive, une force répressive pour maintenir une tyrannie dont la mission est de confisquer les rênes du pouvoir par tous les moyens. Et donc, en ce sens, on assiste à une perversion, à une prostitution, à une forme de détournement, une privatisation de la mission régalienne de l'État au profit d'un seul clan. Et en ce sens, c'est une trahison, c'est même un parjure par rapport à l'esprit et le sens de la Constitution béninoise qui prescrit que l'armée, c'est la nation. L'armée se doit d'être au service de l'intérêt général, au service de la population, au service de l'épanouissement socio-économique des Béninois. Aujourd'hui, l'armée béninoise est une force supplétive qui, en dehors des forces de police, est à la solde d'un régime failli pour lui permettre de conserver les privilèges du pouvoir. Mais monsieur Dossou, je pense que vous êtes allé trop fort, mais nous allons revenir et nous remercions nos amis internautes, monsieur Thomas Alabi qui participe, Sonia et Solange Nicolas depuis Paris, et Sibabi Nouroum participe aussi. Et donc, voilà, donc je pense qu'avant il y a Babaka Nkrumah Seck aussi qui dit le gouvernement français est derrière et ces attaques en Afrique par satellite, les problèmes qui en découlent.
Et toujours, il dit vive la jeunesse africaine contre les dirigeants africains corrompus et la France, et traite la France de voleur. De toutes les façons, c'est leur avis. Et donc, nous allons revenir ici en studio et pour dire, pour poser après ce décor, nous allons, avant de revenir sur des aspects que M. Olivier a posé et j'estime que c'est un peu trop dur pour le pouvoir de la rupture. Donc, je vais poser cette question en accédant à la souveraineté internationale. Le Bénin s'est doté le 30 juillet 1960 d'une armée nationale fortement inspirée des armées contemporaines et de l'expérience de l'institution des troupes des différents royaumes de notre pays. L'adoption de la Constitution du 11 décembre 1990, grâce à la conférence des forces vives de la nation, a redéfini les rôles et compétences des forces armées béninoises et a obligé les autorités, et a obligé plutôt les autorités militaires à en repenser la politique de gestion. La question, chers panélistes, la question est de savoir si cette politique de gestion de l'armée se matérialise-t-elle sur le terrain et ceci au profit du peuple souverain. Et professeur Tiki, vous avez la parole. Oui, oui, je pense. Je pense que jusqu'en 2016, nous avons eu le président Soklo, nous avons eu le président Mathieu Kérékou et nous avons eu le président Boniaï. Quand on observe bien l'évolution de l'armée béninoise de 90 à 2016, on constate aisément que l'armée béninoise s'est retranchée dans son rôle régalien qui est la défense de l'intégrité du territoire national et l'implication dans les missions de développement, étant donné que au niveau de l'armée, il y a eu un service qu'on appelle le génie militaire qui intervient pour la construction des routes, des ponts, des maisons, ainsi de suite. Donc, l'armée béninoise pleinement à ce niveau a joué son rôle. Et par ailleurs, on a vu l'armée béninoise qui a été déployée sur les théâtres de conflit, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Haïti, au Nigeria, ainsi de suite. Ouais, mais ça, c'était à quelle période? Vous pouvez préciser les périodes, s'il vous plaît? Dans la période 90-2016. OK. Et puis, l'armée béninoise avait une très bonne renommée. Et même elle a participé à la reconstitution de l'armée nigérienne après le civil que ce pays a connu. Mais depuis 2016, l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon, on constate que l'armée béninoise a pris notre allure. Il y a cet aspect que M. Dossou a abordé tout à l'heure, il y a l'aspect de la réforme du secteur sécuritaire. Mais il faut faire attention à ce niveau parce que la gendarmerie nationale était dans un rôle hybride. La gendarmerie nationale était dans un rôle hybride jusqu'à la réforme qui a contribué à la création de la police républicaine. Désormais, il est clair qu'elle n'existe plus, mais s'occupe de la mission sécuritaire à l'interne. Donc ce rôle relève entièrement de la compétence de la police républicaine et c'est dans les cas exceptionnels que l'armée est sollicitée pour appuyer les forces de sécurité publique lorsque elles sont dépassées par les événements. Malheureusement, pour les événements de 2019 et de ce début de 2021, on assiste au contraire, c'est-à-dire que mieux que ce soit la police républicaine qui assure la mission publique, directement, beaucoup l'armée, partout, on voit moins la police républicaine parce que
et à trouble à l'ordre public. Donc, c'est à ce niveau-là que je parlais de mutation. Maintenant, à quoi est due cette mutation? Nous allons revenir sur ça. D'accord. Merci, professeur Kitty. Et monsieur Olivier Dossou, nous allons essayer d'analyser le rôle de l'armée depuis les indépendances dans les années 1960 à aujourd'hui. Donc, pour cela, l'exercice va nous amener à voir, par exemple, les années 1960, par exemple, ont été les années des coups d'État par excellence. Je vois. Donc, l'armée avec le président Mathieu Kérékou, l'armée avec le président Soglo, l'armée avec le président Kérékou II, l'armée avec le président Yahi Boni et finalement l'armée avec le président Talon. Donc, vous allez vous livrer à cet exercice rapidement avant que je ne puisse donner aussi la parole au professeur Kitty. Vous avez la parole pour nous faire pratiquement cette analyse comparative. Merci. Sur la situation de l'armée béninoise, donc de 1960 à aujourd'hui, ou notamment de 60 à 72, c'est une armée qui a été essentiellement une armée très instable, et on a connu une situation de coup d'État qui faisait dire à l'époque que le Bénin était l'enfant malade de l'Afrique, ou le Bénin ex-Dahomey. OK? Et donc, lorsque le Bénin accède à l'indépendance le 1er août 1960, donc le parti dahoméen pour l'unité, le PDU, exerce le pouvoir avec le président Hubert Koutoukou-Maga. Et par la suite, donc, il y aura vraiment une instabilité politique avec des grèves au niveau des syndicalistes, des troubles sociaux qui vont conduire le colonel Christophe Soglo en 1963 à renverser le gouvernement du président Maga. Donc le colonel Soglo s'empare du pouvoir en 63 et justement il va donner le pouvoir donc au président Souroumigan Apiti qui va prendre le pouvoir donc de 63 à 64. Et en 64, il va être renversé lui-même par Kongaku. Kongaku qui par la suite également sera balayé par, si ma mémoire est bonne, par le même colonel Christophe Soglo qui va revenir cette fois-ci comme général en 65. Donc 65, nous aurons par la suite de 65 à 67, on aura également le pouvoir donc du président du général Soglo à la tête du pays. Et je crois qu'en 67, il va être balayé par Maurice Hiropa Kondete, si ma mémoire est bonne, qui lui va passer le témoin donc à Alphonse Allais. Oui. Alphonse Allais, donc entre 67-68, en 68, juin 68 pour être plus précis, va organiser vraiment une sorte de nomination, ce qu'on a appelé une nomination des jeunes cadres de l'armée au profit du président Zissou. Et on l'a appelé vraiment le gouverneur de la France parce qu'un mois auparavant, le monde diplomatique avait annoncé que Zissou serait le prochain chef d'État. Et on a su par la suite, par les travaux de Sylvain Akides Adepedou, qui montre très bien qu'il y a eu également l'influence de Mathieu Kérékou, qui était très proche du président Zissou à l'époque, pour lui permettre d'accéder au pouvoir. Donc Zissou va rester de 68 à 69 et il sera balayé en 69 par donc un coup d'État, donc par Kondete. Kondete va prendre le pouvoir en 69
Et je crois savoir que de 69 à 70, on aura également une période d'instabilité avec un directoire. Et entre-temps, en 69, si ma mémoire est bonne, c'est le président Paul-Émile de Souza qui va assurer le directoire. Oui, oui. OK. Et donc, lui, par la suite, il va organiser donc de 69 à 70 un directoire qui va conduire au triumvirat de 70. Donc, le triumvirat à travers un conseil présidentiel, ce qu'on a appelé le monstre à trois têtes. OK. Et ce monstre à trois têtes va être tellement instable entre 70 et 72 avec une première présidente d'abord de Hubert Kutukumaga, puis par la suite, ce sera le tour de Aromadegbe à partir de mai 72. Mais ce dernier sera renversé, je crois, 5 mois plus tard, le 26 octobre 1972, par Mathieu Kérékou, qui était brigadier à l'époque, je crois. Lieutenant, j'étais toute réserve faite, il était, je crois, brigadier. Voilà. Et justement, à partir du 26 octobre 72, on aura une relative stabilité au niveau des forces de sécurité et de défense de 72 à 89. Voilà, donc ça, c'était l'ère du PAPB. C'était l'ère du PAPB, ce qu'on appelait le GMR, donc le gouvernement militaire révolutionnaire. OK? Ce gouvernement militaire révolutionnaire va permettre quand même une relative stabilité du pays, nonobstant des coups d'État, des tentatives de coups d'État qui vont avoir lieu, mais qui vont échouer. On se souvient également de l'attaque du 16 janvier 1977 par les mercenaires emmenés par Bob Denard et quelques dissidents et opposants béninois. Oui, mais donc, tout ça, allez, je voulais juste finir pour montrer que de 72 à 89, l'armée était au service d'une vision politique. Et la vision, c'était essentiellement celle de l'intérêt général, incarnée par le grand commandant de lutte qui était le feu Mathieu Kérékou. Et donc, il y avait vraiment un sentiment de proximité entre l'armée et les populations qui se reconnaissaient, qui s'identifiaient. Et de l'autre côté, il n'y avait pas une volonté tribaliste de pouvoir exercer les prérogatives régaliennes en ne mettant qu'un clan d'une région donnée à travers les postes clés. Or, ce qu'on observe aujourd'hui avec Patrice Talon, c'est le dévoiement, sinon la perversion même de la mission vraiment dévolue à l'armée, qui est celle de défendre la nation, qui est d'être au service de la nation en favorisant un certain équilibre régional. Il ne vous a pas échappé que le ministre de la Défense, il est de la même région ethnique que le chef de l'État. Nous allons revenir sur l'aspect. Oui, le chef d'état-major. Tout ça se tient parfaitement dans ma démonstration. Le chef d'état-major, Patrick Harreau, le contre-amiral Patrick Harreau, il est également de la même région que le chef de l'État. Donc, ceci explique une privatisation de l'armée béninoise au profit d'un clan, au profit d'une région, et son détournement de sa mission historique et régalienne, qui est celle de défendre à la fois la nation, comme disait le général de Gaulle, l'armée c'est la nation, elle est au service de l'intérêt général, elle est au service du peuple. Mais aujourd'hui, l'armée sert à conforter une dictature en tirant sur les populations en main nue, ce qui est contraire à toutes les conventions internationales que le Bénin a ratifiées. Des personnes sont abattues de dos et il n'y a même pas une enquête qui est faite. Il n'y a pas des sanctions même qui sont prononcées, même contre des personnes qui se seraient rendues responsables d'assassinat. Ce qui montre clairement qu'il y a une logique d'impunité pour conserver le pouvoir à tout prix. Oui, merci beaucoup, Olivier Dossou. Nous allons revenir sur cet aspect très pertinent de votre analyse. Professeur Tiki, réagissez rapidement à cette réaction de Olivier Dossou. Pour réagir, je vais rectifier certaines choses qui lui ont échappé et démontrer que, bon, de 60 à 72, même jusqu'en 89, il y a une situation internationale. C'était la période de la guerre froide. Dans cette situation internationale,
a milité en faveur de ce désordre qu'on a observé en ce qui concerne l'intervention de l'armée béninoise sur la scène politique. Au-delà de ça, au niveau interne, si on relit bien l'histoire, on constate aisément que l'armée béninoise intervenait quand il y a une opportunité créée par les hommes politiques. Donc cette opportunité créée par les hommes politiques qui a mené l'armée béninoise à intervenir. Donc c'est le cas en 1963, c'est le cas en 1965, en 1967 et même en 1969 et 72. Le général Mathieu Kérékou, il était lieutenant-colonel au moment où il avait fait son mandat. Il avait été applaudi par la foule dans les rues. Donc il y avait une opportunité politique qui amenait l'armée à arbitrer. L'armée intervenait comme l'arbitre du jeu politique de 1960 jusqu'en 1972-1989. Au-delà de ça, il faut signaler aussi que il y a eu des périodes où l'intervention de l'armée béninoise n'était pas aussi appréciée par les populations. Si on prend le cas de 1968, où il y a eu des élections qui ont été gagnées par Moumouni, mais les militaires ont refusé de récupérer le pouvoir sous prétexte que de participation était bas. Voilà, était faible. Or, les élections avaient été bien organisées. Bon, hormis ce cas où les populations n'avaient pas apprécié, même si elles n'ont pas réagi comme cela devrait être pour défendre les bulles, hormis ces cas, on peut constater qu'à partir de 90, il y a une stabilité. L'armée béninoise a respecté son engagement de se conformer à sa mission et de laisser la Constitution régler les crises politiques. Elle a bien observé de 90 jusqu'à maintenant parce qu'elle n'est pas encore intervenue dans le jeu politique. Monsieur le professeur Titi, monsieur Olivier a pointé un aspect très pertinent en ce sens où il parle d'une certaine couverture clanique de cette armée. Et ça dit, réagissez, en cette période, nous allons revenir sur les périodes récentes. Donc, réagissez rapidement par rapport à cet aspect. Faites observer que au niveau de l'armée, il y a le fait que les présidents faisaient l'effort Donc, je disais que malgré cet aspect, Monsieur Olivier, Monsieur Olivier a pointé un aspect en ce qui concerne le caractère clanique de l'armée comparativement à ce que nous observons aujourd'hui. Donc, si Monsieur Kitty est toujours là, donc réagissez rapidement par rapport à cet aspect-là. Donc, Monsieur Olivier, donc, oui. Vous pouvez intervenir en attendant que Monsieur Kitty ne prenne la parole. Allez-y. Alors, quelle était la question, en fait? Au fait, vous avez pointé l'aspect clanique comparé à ce que nous assistons aujourd'hui sous le magistère de la rupture. Oui, l'aspect clanique dont à laquelle je faisais allusion est très simple. C'est-à-dire que dans le calcul du gouvernement actuel, la conservation du pouvoir passe par la force répressive.
à la fois la justice, la police dite républicaine, qui a en réalité une milice au service du clan au pouvoir, et puis l'armée. Or, il se trouve que l'armée, c'est la nation, comme je l'ai dit. L'armée, c'est la nation, comme vraiment l'a théorisé le général de Gaulle. L'armée doit être au service de la défense de l'intérêt général, outre les questions liées vraiment à l'intégrité territoriale, qui constitue vraiment sa mission régalienne. Or, aujourd'hui, nous assistons à une tribalisation du commandement militaire qui, dans la logique du gouvernement, qui vise en fait à pérenniser le règne d'une ethnie qui est de l'axe Abomey-Ouida, pour se dire qu'à partir de ça, ils pourront peut-être asseoir une hégémonie pour pouvoir conserver le pouvoir sur plusieurs décennies. Est-ce que vous n'êtes pas trop fort, M. Dessous? Non, non. Écoutez, moi je vous présente des faits et chacun tire les conclusions qui sont les siennes. Lorsque vous regardez aujourd'hui l'ensemble des institutions de l'État, vous avez tout simplement un même clan ethnique qui a trusté tous les privilèges et les postes de l'État. L'Assemblée nationale, le chef de l'État, il est d'une même région ethnique que le président de l'Assemblée nationale, qui lui-même est d'une même région ethnique. J'entends fond, il est d'une même région ethnique que le président de la Cour constitutionnelle, que le ministre des Affaires étrangères, que le chef d'état-major, que le ministre de la Défense, etc., etc. Ouais, mais ça peut être un critère de compétence, et bon, qui oui, donc dans la logique de Patrice Talon, c'est essentiellement une logique de pouvoir asseoir une hégémonie tribale. Et c'est ce à quoi nous assistons, qui s'explique par la volonté de liquider toute forme de contestation dans les zones autres que les zones méridionales, c'est-à-dire les zones du sud, etc. Vous avez par exemple les attaques qui ont eu lieu à Savé, à Tchaourou, à Kaboua et tout. Vous avez vu la répression qui a été déployée là-bas pour mater, liquider les populations à l'arme lourde, sans principe de proportionnalité. Le professeur Kitty sait très bien ce qu'on appelle le principe de proportionnalité, qui est important dans les répressions. C'est-à-dire qu'on tire, les gens ont été abattus souvent de dos. Et de l'autre côté, vous avez l'opacité sur les missions qui sont déployées. Aucun conseil des ministres n'est clair là-dessus. Au niveau du Parlement, le fameux Parlement fantoche qui existe, il n'y a même pas de mission d'enquête parlementaire sur les événements de Savé, sur même ceux de Tchaourou. Il n'y a rien. Les médias n'en parlent pas. Le nombre de victimes, c'est silence radio. Pourquoi? Tout simplement pour fabriquer un discours politique qui va légitimer une forme de répression contre les populations d'une même région. Bon, monsieur Olivier, nous allons, et en attendant que le professeur revienne sur le plateau, dites-nous... le professeur est là, merci beaucoup. Donc, vous avez la parole alors, donc élaborez dans votre analyse du départ. Alors, monsieur Kitty. Oui, je m'excuse pour ce départ momentané que j'avais observé. C'est indépendant de ma volonté, c'est pour des raisons techniques. Je pense que lorsqu'on observe, on constate que de 1960 à 1989, les interventions successives de l'armée ont permis de gérer ce positionnement président en exercice, ministre de la Défense, chef d'état-major, directeur général, ainsi de suite, entre les militaires en prenant en compte l'équilibre interrégional. C'est bien observé. Il y a même une tradition
au niveau de l'état-major, ce que nous avons observé en tant que chercheurs, c'est que quand le chef d'état-major est d'une région du sud, on voit que son adjoint est du nord, d'une autre région du nord, et lorsque le chef d'état-major est d'une région du nord, son adjoint est du sud. Donc il y a cette alternance au niveau de la direction, ou bien des directions, des différentes directions, des sections de l'armée, et au niveau de l'état-major, qui était respecté. C'est bien vrai qu'à des moments donnés, par le jeu d'alternance au niveau de l'état-major et de ces directions, on constate une coïncidence entre les régions d'origine non seulement du chef de l'État, mais aussi du chef d'état-major ou bien du directeur général de la police ou bien de la gendarmerie. Mais au niveau des ministères de la Défense et de l'Intérieur, on a constaté aussi ce jeu d'alternance, même si à un moment donné, on observait que ce sont les partis politiques ayant soutenu le chef de l'État qui recevait l'attribution des différents ministères et qui positionnait. Mais le président Mathieu Kérékou était très regardant de l'équilibre interrégional. Le président Yahi Boni aussi, mais moins. Mais le président Yahi Boni aussi a veillé à ce de certains services de l'État. Mais sous le président Patrice Talon, il a dit, il a été clair qu'il ne l'observera pas. Il a dit, je pense, en 2016, au moment de l'une de ces interventions-là, il n'observera pas cet équilibre interrégional. Or, il est important de constater que cet équilibre interrégional, dans les nominations au gouvernement et au niveau des postes dans l'administration, est pacificateur. C'est très pacificateur, étant donné que nous avons un État, c'est-à-dire une population, un territoire, un gouvernement. Nous n'avons pas une nation, c'est-à-dire vous avez plusieurs nationalités, plusieurs groupes ethniques qui sont regroupés par le colon pour former un État. Donc nous apprenons à vivre ensemble. Et c'est avec le temps que nous allons nous faire confiance et progressivement nous allons nous passer de cet équilibre régional. Mais au moment où nous sommes, nous en avons encore besoin parce que ça permet de pacifier le pays. Mais le président Patrice Talon, lui, il a refusé de l'observer. Et c'est pourquoi on a constaté ce dont M. Dossou parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le premier de son ministre de la Défense, c'était Candide Azanaï. Tout à fait. Et Candide Azanaï, c'est l'ami du président de la République, c'est le même groupe ethno-régional. Et après, celui qui est là de même. Bon, au niveau de l'état-major, tel qu'il le dit, c'est vrai aussi. C'est la réalité actuellement au Bénin. Mais ça que le président privilégie une proximité ethnique ou bien la compétence. Les faits actuellement tendent vers la confirmation de la proximité ethnique quand on voit l'ardeur avec laquelle l'armée intervient à tout bout de champ, ce qui n'était pas le cas avant. Parce qu'avant 2019, on n'observait pas des choses pareilles. C'est vrai aussi que pendant les élections présidentielles 2011, on a vu les chars qui ont été déployés dans le pays. C'était le chaos de Yahi. On peut estimer que le chaos était une première dans notre pays et c'était pour prémunir les troubles à l'ordre public, quand bien même qu'on n'en avait pas enregistré autant en 2011, étant donné que les élections étaient faites. Et cette dépolitisation des consciences militaires, aujourd'hui on l'observe, c'est le fait que l'armée refuse d'assurer son rôle historique, qui est celui de la défense du peuple, de l'intérêt général, pour protéger les populations. Justement, mais comment cette armée, de façon unilatérale, peut refuser son rôle si il attend l'ordre d'une hiérarchie? Toute la question, elle est là. Non, la question n'est pas là. La question n'est pas là. C'est-à-dire que vous pouvez désobéir à des ordres, qui sont des ordres qui s'inscrivent contre ce que je viens de mentionner là, c'est-à-dire contre la protection de la nation, contre la protection de l'intérêt général, contre le bien-être des populations.
on a vu comment Guéhi Robert plusieurs fois, il s'est opposé, à l'époque il était chef d'état-major d'Henri Konan Bédié, il s'est opposé à des décisions du président Bédié qui n'avait pas hésité, c'est vrai, à le muter, même à le sanctionner. Il était allé à Biancouma, dans son village natal. On l'a vu également au niveau d'autres chefs d'état-major. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec cette logique, là, ce discours, ce narratif politique au niveau international qui ne voudrait plus avoir l'ordre kaki, comme on disait, des militaires au pouvoir, on a dépolitisé les consciences. Et de l'autre côté, vous avez ce que disait Thomas Sankara, un soldat sans formation politique est un criminel en puissance ou un terroriste en puissance. Et c'est ce à quoi nous avons assisté. C'est-à-dire que plusieurs soldats se sont fait remarquer par le passé au pouvoir de façon brutale, en terrorisant les populations, en abattant les civils. Donc ça a amené à un certain nombre à des images négatives sur le rôle de l'armée dans la vie politique. Et donc, au niveau international, au niveau africain, l'Union africaine, même l'OUA, rappelez-vous que lorsque, en 2005, il y a le coup d'État qui est fait au Togo, l'Union africaine s'oppose à cela. Mais il y a des arrangements diplomatiques qui vont permettre à Faure Gnassingbé de conserver le pouvoir de son père. Parce que ce qui s'est passé au Togo, c'est un coup d'État politico-militaire avec toujours l'armée tribale des Kabyais avec l'appareil politique du RPT, donc le Rassemblement du peuple togolais qui est devenu UNIR. Donc, pour compléter ce que dit le professeur Kiti, le point essentiel qu'il a occulté, qui me paraît vraiment fondamental, c'est la dépolitisation des consciences militaires par ce discours-là. D'une part, au niveau interne, mais également par les sanctions qui sont mises en place au niveau international par toute prise de pouvoir par les armes. Parce que dès que vous désobéissez à un ordre d'un chef d'État, soit il vous tue, soit il vous met en prison. Absolument. Ne vous trompez pas là-dessus. Soit il vous fait arrêter, il vous fusille, ou il vous jette en prison. Donc, pour éviter d'aller à cette forme d'humiliation, la plupart des chefs d'état-major préfèrent directement arrêter le chef de l'État, le condamner ou le faire fusiller. Et comme au niveau international et au niveau africain, il y a cette condamnation de plus en plus des coups d'État, les militaires de plus en plus réchignent, hésitent, ne veulent plus aller sur le terrain politique pour pouvoir accéder à un renversement de l'ordre constitutionnel par des chefs d'État qui ont trahi. On connaît la Guinée aujourd'hui d'Alpha Condé. Aujourd'hui, vous avez tous les jours des manifestations à Conakry, des assassinats, etc., par l'armée guinéenne. Mais s'il venait, par exemple, à ce qu'un militaire prenne le pouvoir, comme on l'a vu avec Dadis Camara, il est tout de suite mis en quarantaine, il est combattu par l'ordre juridique international, par les Nations Unies, et donc, par rapport à tous ces éléments, il se sent complètement désarmé. Il ne se sent plus soutenu au plan diplomatique, au plan international. Si vous permettez, il faut noter que les condamnations sont suivies d'une demande de retour à l'ordre républicain, c'est-à-dire de retour civil au pouvoir. Et non seulement la communauté internationale condamne, mais demande à ce que les civils retournent au pouvoir. Et le retour des civils au pouvoir se fait à travers l'organisation de nouvelles élections. Maintenant, on n'en est pas là, justement. On n'est plus à cette étape de coup d'État aujourd'hui, étant donné l'arsenal international et au niveau national qui est mis en place. Mais la question, c'est que dans un régime, dans un état de droit hybride, comme le Bénin et la plupart des pays dont nous parlons, où le système judiciaire est hybride. Il est dans un système à la fois démocratique et autoritaire. Donc, dans ce système, comment amener les militaires sans faire coup d'État, sans mettre fin à l'exercice du pouvoir par le chef, comment les amener à désobéir au chef de l'État et à espérer la protection de l'État de droit. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Il n'est plus question de faire un coup d'État, mais
Dans le cas du Bénin où les militaires sont allés tirer sur la foule, on l'a vu, les faits sont là, les vidéos sont là, où les militaires sont allés tirer sur la foule. Comment les amener dans des situations comme ça à refuser d'obéir à cet ordre et amener le chef de l'État à se conformer à l'ordre constitutionnel pour régler la crise politique. Donc c'est ce travail qu'il faut faire aujourd'hui. On ne peut le faire que lorsque la justice joue bien son rôle. Parce que lorsque le militaire sera sanctionné par le chef de l'État à qui il a désobéi et qu'il va retourner vers la justice, il faut que la justice le protège. Il faut que la justice puisse sortir le contentieux dans le sens du droit. Mais lorsque nous sommes dans un État où le chef de l'État caporalise aussi bien l'armée que la justice, vous voyez, il est difficile d'inventer une porte de sortie aux militaires pour pouvoir espérer qu'ils refuseront d'obéir à l'ordre du chef de l'État. Et c'est là que se trouve le problème aujourd'hui. Maintenant, tel que M. Dossou l'a dit, on ne peut l'espérer que par des sanctions, les sanctions au niveau international. Et c'est là que la situation du Bénin est ahurissante. Aucune sanction au niveau international, aucune sanction au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union européenne. La dernière fois, le président du parti Restaurer l'Espoir, M. Candide Azanaï, s'est dit que l'Union européenne ne soit pas en mesure de respecter les principes et les valeurs qu'elle diffuse au plan international. Les principes et les valeurs que les États-Unis diffusent, ces principes ne sont plus respectés aujourd'hui par ces mêmes pays. Donc, dans ce cas-là, les populations sont abandonnées à leur triste sort. Donc, il ne leur revient qu'à se défendre par les voies démocratiques. Voilà, une autre solution, toujours dans cette même lancée, que nous avons débattu en privé avec le docteur Korovi, qui disait qu'au fait, une des solutions par rapport à cela, c'est de reconnaître le contrepoids de l'armée au niveau de la Constitution. C'est-à-dire, c'est donner un pouvoir extrêmement puissant, à l'armée comme pouvoir et dans un corps beaucoup plus civil, mais tout en se revêtant de ce statut militaire qui pourra quand même effrayer le pouvoir en place à se corriger. C'est-à-dire, la Cour constitutionnelle reconnaît que l'armée pourra à tout moment rappeler le pouvoir en place à l'ordre en ce qui concerne tout dérapage. J'aimerais que vous puissiez élaborer sur cet aspect. Vous avez la parole. Je pense que ce serait dangereux de donner ce rôle-là à l'armée. Il faut que l'armée reste dans sa mission, qui est de défendre l'intégrité du territoire national et neutre par rapport aux affaires politiques. Mais il y a une contradiction alors. Oui, non. C'est que lorsque l'état de droit fonctionne, le chef de l'État ne peut même pas donner cet ordre. Parce qu'il sait que quand il va donner l'ordre et que le militaire va refuser et qu'il va le sanctionner, le militaire va saisir la justice, il aura gain de cause. Donc, quand l'état de droit est défaillant, c'est à ce moment que le chef de l'État est en mesure de donner des ordres illégaux à l'armée et l'armée même est en mesure de les appliquer. Regardez, la Cour constitutionnelle du Bénin, qu'on le veuille ou pas, je l'ai dit ce matin, la Cour constitutionnelle du Bénin a failli à sa mission. Dans le contentieux de 2019. Parce que si la Cour constitutionnelle du Bénin avait voulu que les élections soient inclusives, elle aurait pris des décisions comme les formations précédentes l'ont fait pour permettre à ce que les élections soient inclusives, étant donné que des principes ont été dégagés et revenait juste à la Cour constitutionnelle de respecter ces principes qui avaient été dégagés. Donc, il faut travailler plutôt pour qu'on ait un état de droit solide afin qu'on n'enregistre pas cette dérive. Monsieur Olivier Dossou.
Oui, c'est-à-dire que la proposition du docteur Corvi est une proposition à laquelle il faudra réfléchir, mais je pense qu'elle sera difficilement opérationnelle. Mais même si une telle mission lui était dévolue par la Constitution, on voit bien que l'actuel pouvoir ne respecte en rien la Constitution. Aujourd'hui, on est sorti complètement de l'état de droit pour entrer dans un état que je qualifie d'état de nature. L'état de nature règne la loi du plus fort. Et c'est à juste titre d'ailleurs que l'observe très bien John Locke dans son traité pour un gouvernement civil. La notion d'état de nature. C'est-à-dire aujourd'hui, toutes les institutions chargées d'arbitrer tous les contentieux sont défaillantes. C'est ça. Tout. C'est ça. La police, au-delà de l'aspect sécuritaire répressif, la police également a un rôle d'éducation civique. Un rôle également qui rassure les populations. Ce n'est pas seulement une force qui interpelle les voleurs. Quand on voit la police, on est rassuré. Mais aujourd'hui, la police béninoise, du moins c'est la républicaine, dès que les populations la voient tout de suite, elles sont terrorisées. Parce qu'elle ne vient qu'interpeller, elle ne vient que réprimer, elle ne vient que terroriser, elle ne vient qu'arrêter. Elle ne sert plus aujourd'hui à rassurer et protéger les populations. Elle est en fait une force d'occupation. C'est ça la question aujourd'hui. Nous avons à la tête du pays une force d'occupation politico-militaire qui s'appuie sur une bureaucratie tribale. C'est ça la question. Et l'autre aspect que je voulais soulever, c'est également le fait que vous savez, je l'avais déjà dit dans l'émission passée, nous manquons de rôle modèle. Nous manquons d'institutions traditionnelles ou autres fortes comme au Burkina. Vous aviez le Moro Naba qui arbitre des contentieux sociaux et politiques. Avec les différentes classes politiques, il est réuni, il arbitre, il tranche et c'est écouté. Aujourd'hui, citez-moi une chefferie locale, un roi qui est au-dessus de la mêlée, qui puisse véritablement sortir, qui puisse parler et être écouté. Ça n'existe plus. Prenez les forces religieuses, les imams des grandes mosquées de Cotonou ou des autres régions n'ont plus l'autorité morale nécessaire. Vous prenez les forces catholiques et autres, le clergé. Le clergé, aujourd'hui, il n'y a pas de figure emblématique qui émerge. Donc, il y a une absence de leadership total au niveau des forces apaisantes, des rôles modèles qui sortent dessus. Talon a réussi à faire le vide et à déstructurer, désarticuler toutes les forces véritablement qui servaient de force tampon entre les populations et le pouvoir exécutif. Il y avait quand même des forces qui contrebalançaient les différents équilibres sociaux et politiques et permettaient d'arbitrer le jeu électoral, civil et même démocratique. Nous n'avons plus aujourd'hui d'autorité qui incarne vraiment une conscience morale et politique forte qui puisse réunir à la table de négociation toutes les parties en présence et puis essayer de se porter caution pour régler un certain nombre de problèmes, comme on l'avait en 90. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une crise de leadership qui est allée vers une crise de régime avec des institutions défaillantes, des institutions vidées de leur substance vraiment régalienne, légale, que la Constitution leur confère pour avoir le pouvoir d'un homme. Comme l'observait Louis XIV, l'État aujourd'hui c'est Talon, comme disait l'autre. L'État c'est moi, mais l'État aujourd'hui c'est Talon. Comme également on disait en Côte d'Ivoire, après nous, c'est maïs, il n'y a rien devant.
Donc, après Talon aujourd'hui, c'est Maïs, il n'y a aucune force qui apparaît, même les forces d'opposition, il n'y a rien, les forces syndicales, il n'y a rien. Tout a été écrasé, tout a été anéanti pour ne rester qu'une seule personne, arbitre du jeu. Il est à la fois arbitre et joueur, sans compétition, c'est le chef de l'État. Donc, nous ne sommes pas dans... Je m'inscris un peu en faux contre ce que dit le professeur Kitty. Pour moi, nous ne sommes pas dans un pouvoir autoritaire, nous sommes dans un totalitarisme. Un totalitarisme. Le pouvoir autoritaire, il est un peu plus doux. Mais nous sommes dans un pouvoir qui anéantit toutes les forces aujourd'hui, civiles, politiques, syndicales, religieuses et autres. Oui, en ce qui concerne ces forces dont M. Dossou parle, à savoir les chefferies traditionnelles, les communautés religieuses, nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes dans un État où leur rôle dépend de la place que le chef de l'État leur fait. C'est ça. Donc, leur rôle dépend de la place que le chef de l'État leur fait, étant donné que si on s'en tient à la Constitution du 11 décembre 1990, avant la révision récente, on se rend compte que dans cette Constitution, ces forces n'ont aucune mission constitutionnelle. Ils ont une mission consultative. Voilà, même pas consultatif, ils n'ont aucune mission constitutionnelle et leur rôle dépend de la place que le chef de l'État leur fait. Et aujourd'hui, on se rend compte que le président Talon leur fait moins de place. Il leur fait moins de place. Le président Boni Yahi, le président Patrick Kirikou et le président Nicéphore Soglo leur ont fait beaucoup plus de place. Ce qui leur avait permis de jouer ce rôle d'intervention dans les crises politiques et ce rôle de pacification. Et c'est vrai aussi que quand on observe, on constate que des personnalités de poigne comme Monseigneur Isidore de Souza, le cardinal Ganti n'existent plus dans notre pays. Donc, ce qui fait aussi ce vide qu'on constate. Et d'autre part, les chefferies traditionnelles ne sont pas totalement acceptés par les populations et les hommes politiques. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la tradition de royaume. C'est seulement dans les régions, dans les communes où il y a eu cette tradition de royaume qu'on constate que encore elle continue de jouer certains rôles, surtout au niveau local. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, le chef de l'État a réussi à s'imposer et à écraser toutes les forces sociales et politiques. Ce qui fait la place aux dérives qu'on observe de taille. Merci beaucoup, chers panélistes. Et comme je le disais à l'entame de cette émission, ça ne se passe pas tous les jours d'avoir deux géants analystes sur un plateau. Et donc, je suis très honoré d'avoir mes chers panélistes à côté de moi. Je vais tout de suite leur dire en une minute de dire rapidement comment rectifier le tir. Et ça sera le mot de fin de chaque invité. Monsieur Dossou, vous êtes le premier. Merci, Monsieur Souleymane Harouna. Je pense que il y a deux options qui s'offrent à nous. Quand je dis nous, c'est les forces alternatives. C'est l'État, c'est l'opposition, c'est la diaspora, c'est tous ceux qui sont épris de paix, de justice et d'état de droit au Bénin. C'est de continuer à se mobiliser pour obtenir la libération nationale du Bénin. Parce que je crois qu'on a fini aujourd'hui avec la résistance. La résistance s'entend comme vraiment une logique défensive. Nous avons besoin aujourd'hui d'être proactifs et donc d'aller vers une logique de libération nationale avec des stratégies qui doivent être repensées pour remettre au centre l'état de droit, la démocratie et le bien-être des populations. Pour le président Talon et son clan, il leur reste encore une porte de sortie.
c'est celle de changer d'option politique, de revenir à la Constitution du 11 décembre 1990. Parce qu'aujourd'hui, l'amendement constitutionnel qui a été fait pour nous ne vaut absolument rien. Il doit être jeté à la poubelle. C'est un amendement qui s'est fait sans consensus, en violation même de la Constitution béninoise, en ce sens que le principe à valeur constitutionnelle qu'est le consensus n'a même pas été respecté. Le peuple n'a même pas été consulté. Donc cette constitution qui a été promulguée ne vaut absolument rien. Donc, il lui reste cette porte de sortie, j'en aurais fini, il lui reste cette porte de sortie de revenir à l'état de droit et à la protection des populations, à leur bien-être. Et il pourra obtenir une sortie honorable pour son pouvoir et une alternance. Et en dernière analyse, je voudrais vous remercier, M. Aruna, et surtout remercier M. Kiti Nathaniel qui a accepté avec les aléas de la technique depuis le Bénin d'être parmi nous, d'échanger avec nous et de faire cette analyse. Et je voudrais le saluer fraternellement et chaleureusement. Et bonne soirée à tous. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Kiti Nathaniel, s'il vous plaît, votre mot de fin. Monsieur, c'est un plaisir d'avoir échangé avec toi et d'avoir éclairé l'opinion publique aussi bien nationale et internationale sous la conduite de M. Souleymane Harouna. Je pense qu'il y a des espaces de liberté qui se retrouvent toujours dans la Constitution et que les citoyens béninois peuvent utiliser pour faire changer la situation. Aussi, l'état de droit ne peut être garanti que par la justice. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur professeur Nathaniel. C'est la fin de cette émission. Je remercie mes invités, le professeur Kiti, je rappelle qu'il est enseignant-chercheur, et Olivier Dossou, analyste politique, sans oublier la collaboration technique du grand gaïdé sénégalais, grand gourou du network, je vais nommer Malik Sall, qui a pu et qui a su rassembler en une à plus d'une heure, j'allais dire, les États-Unis, la France et le Bénin. Et je m'excuse beaucoup au niveau des téléspectateurs pour l'heure tardive à laquelle nous avons commencé cette émission. Technologie oblige. Quant à moi, on m'appelle Souleymane Harouna, Soul to Soul pour les amis. À bientôt et à la semaine prochaine. Merci.